Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone, and welcome to the fifth session of Local Governance Orientation 2023. My name is Paul Lang, and I'm the CEO of the Kent Regional Service Commission, and I'll be hosting this evening's session. Bonsoir à tout le monde et bienvenue à la 5e séance de lancement du programme d'orientation sur la gouvernance locale. Je m'appelle Paul Lang et je suis premier dirigeant de la Commission de services régionaux de Kent et je vais animer la séance de ce soir. Avant de commencer, je voudrais aborder quelques points importants. Vous pouvez écouter dans la langue officielle de votre choix pendant cette session. Si vous voulez écouter la séance soit en anglais, soit en français, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation au bas de votre écran et sélectionner le canal de la langue de votre choix. Vous avez aussi l'option de ne pas suivre un canal particulier, d'écouter simplement la transmission en direct. Cette session sera enregistrée et affichée sur la page web de l'orientation sur la gouvernance locale 2023 si vous voulez la regarder à nouveau. On est en train d'utiliser un format webinaire pour cette session et donc, vous ne pouvez pas activer ou désactiver votre micro ou allumer ou éteindre votre caméra. La fonction de questions et réponses est disponible pour vous pour soumettre des questions concernant la présentation de ce soir. D'autres questions portant sur des sujets précis font l'objet d'un suivi et les questions et réponses liées à la séance de ce soir seront fournies dans les 2 langues officielles sur le site web d'orientation dans un proche avenir. Before starting, I'd like to talk about some important items. You should know you can listen to the webinar in the official language of your choice. Now, to hear in English or French, you can just click the interpretation button at the bottom of your screen and select the language you wish to listen in. You also have the option not to follow a specific channel and just listen to the live feed. The session will be recorded as well and will be posted on the Local Governance Orientation 2023 webpage if you ever like to refer to it later. For this session, we're using a webinar format, so you won't be able to mute or unmute your mic or turn your camera on and off. The Q&A function is available for you to submit your questions related to tonight's presentation. Other topic-specific questions are being monitored, and the questions and answers related to tonight's session will be provided in both official languages on the orientation website in the near future. Je vais prendre une petite pause pour vous donner l'occasion de sélectionner votre choix d'écoute préféré. I will pause for a moment to allow you to select your preferred listening choice. Our agenda for tonight will feature a L'ordre presentation. du jour de ce soir est une présentation par Jacques Doucet concernant le financement communautaire. Monsieur Doucet a été directeur de finances et gestionnaire général de services financiers pour la ville de Moncton. Ses responsabilités clés incluent la surveillance et la gestion des budgets de la ville, des plans financiers à long terme, la surveillance de résultats financiers, la sauvegarde et maximisation d'actifs financiers, et la surveillance du fonctionnement de l'inventaire des magasins de la ville et des exploitations de parcs automobiles. Il est comptable professionnel agréé et diplômé de l'Université de Moncton. Avant de rejoindre la ville, il a travaillé pour 2 entreprises de grande taille à Moncton, Assomption Vie et Medavie Blue Cross. La combinaison d'expériences dans le secteur privé et le gouvernement local aura de la valeur pour vous tous et toutes. C'est mon plaisir de vous présenter M. Jacques Doucet. Merci beaucoup, Paul. Welcome, everyone. This is a pleasure for me. Merci à tout le monde. C'est un plaisir pour moi. C'est la 2e fois que je fais cette session et comme vous verrez, je vais aller-retour de l'anglais au français, etc. Je sais qu'il y en a d'entre vous qui avaient reçu la présentation, que vous l'avez reçue quand vous vous êtes inscrit
pour la présentation et aussi avant la session. Et il y a beaucoup de diapos pour la session, mais je vous garantis qu'il y en a d'entre elles qui sont seulement pour pouvoir les regarder dans l'avenir. Et on va le faire quelque chose d'intéressant. On va utiliser des exemples et ira de l'avant. Donc, tout d'abord, pour votre service public. C'est très admirable, votre dévouement envers vos communautés et je trouve ça vraiment admirable. All right, next slide and we will start this off. OK, prochaine diapo et on va démarrer. All right, OK, alors. Donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, la grande partie de la présentation est vraiment les choses les plus intéressantes seront dans la partie numéro 1, les rapports financiers et l'établissement de budget. Ceci constituera à peu près la moitié de la présentation et après la pause, nous aurons une session de questions et réponses, après quoi nous passerons à la gestion des actifs, l'emprunt de capitaux et la récapitulation et les questions. Prochaine diapo. Merci. Donc, pour la présentation de ce soir, la municipalité ou le gouvernement local couvre vraiment les cités, les villes, les villages, les communautés rurales et les municipalités régionales. Donc, si j'utilise un de ces termes, on peut utiliser un terme ou l'autre, mais je voulais que vous le sachiez. Prochaine diapo. Ici, c'est les normes de comptabilité. Encore, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très important, quelque chose que vous avez besoin de vous rappeler, mais on voulait simplement vous laisser savoir qu'en termes de normes de comptabilité, nous utilisons les principes comptables généralement reconnus. Encore, c'est quelque chose comme conseiller c'est l'administration qui va regarder après ça. Mais vraiment, une des choses qu'on voulait vraiment communiquer, c'est en termes de gouvernements locaux, c'est très important que le public ait la confiance dans nos états financiers et vraiment qu'on essaie d'avoir une transparence. Prochaine diapositive. All right, so now we'll get into the first. OK, alors maintenant, nous allons passer à la partie 1, c'est-à-dire les rapports financiers et l'établissement des budgets. Et vraiment, c'est la leçon à prendre dans cette présentation. Si je puis vous atteindre d'une façon ou d'une autre, je pense que c'est ce qui est important en tant que conseiller, comme représentant administratif, etc. Je vais essayer de toucher les points saillants et encore, on aura des détails. Je vais passer par les détails, mais encore une fois, c'est vraiment la partie principale de la présentation de ce soir, l'établissement de budget, parce que le budget est le document de politique le plus important pour les différents conseillers, les différents conseils. Donc, on va passer du temps à ces sujets-là. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, les types de fonds que nous avons dans la municipalité et tous ces fonds-là sont sous le contrôle municipal. Donc, on aura le Fonds général de fonctionnement et le Fonds général de capital. On aura le Fonds de fonctionnement des services publics et le Fonds de capital des services publics. Après cela, on va parler du Fonds de réserve, très similaire à votre compte d'épargne si vous le regardez au niveau personnel. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez dans vos dépenses ou revenus quotidiens, mais c'est vos épargnes. Et je rentrerai dans plus de détails. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, dans les types de fonds, on a le Fonds général de fonctionnement et le Fonds général de capitaux qui sont soutenus par les taux d'imposition qu'on va établir comme gouvernement local. Ils vont aider à soutenir les fonds généraux de fonctionnement. Maintenant, le fonds de fonctionnement des services publics et le fonds de capital des services publics sont soutenus par les frais d'utilisateur. Encore une fois, si vous utilisez le service, dans la plupart des cas, vous allez payer, mais c'est possible aussi, vous n'allez pas payer. Après cela, on a à nouveau le fonds de réserve qui est inclus tant dans le fonds des services publics et dans le fonds général. Prochaine diapo, je vous prie. OK, prochaine diapo. Parfait. Alors,
En tant que gouvernement local, vous verrez deux types d'états financiers. Le premier état financier, ce que nous appelle les états financiers internes, qui sont ceux avec lesquels vous aurez beaucoup à faire en tant que conseil. C'est simple et facile à comprendre. Les revenus et les dépenses sont généralement généralisés par de différents services et ils seront préparés mensuellement ou trimestriellement. Tandis que les états consolidés selon les normes comptables pour le secteur public sont plus complexes. Elles incluent les fonds et les organismes contrôlés de différentes entités et ils doivent être consolidés. Les gouvernements locaux et la réforme de la gouvernance locale le nécessite et on va parler surtout des états financiers internes parce que c'est ceux avec lesquels vous aurez à voir de façon régulière, mais on va mentionner les consolidés un tout petit peu aussi. Prochaine diapo. Voici un exemple des états financiers internes. Comme vous le voyez, c'est divisé en revenus et par dépenses et aussi on a des différentes catégories de services. Comme nous, à Moncton, ici, on a le service de protection, les arrêtés municipaux, les frais de stationnement, l'impôt foncier. Et les dépenses aussi sont divisées dans des catégories. Encore, ces états financiers ici peuvent être différents d'une municipalité à l'autre, mais ils sont pas mal simples à comprendre. C'est quelque chose qui se produit qui se produit facilement assez. Et vraiment, c'est ici que les conseils, c'est avec ce document que les conseils vont recevoir leur rapport mensuel ou trimestriel, mais aussi c'est un document utile pour les conseillers de faire des décisions pour l'année fiscale. Prochaine slide. Versus consolidated PSAS statements, as you can Maintenant, see. les états consolidés selon les NCSP, comme vous pouvez le voir, sont moins conviviaux aux utilisateurs. Encore une fois, ils sont exigés par la loi sur la gouvernance locale. On trouve que c'est intéressant. En tant que comptable, on aime les passer en revue, mais comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus difficile de comprendre si vous êtes en train de bien faire ou de pas bien faire, à moins que vous essayiez de lire ce genre d'état financier. En même temps, ils ont un propos. Tous les états consolidés selon les NCSP sont recueillis par la province. Ils sont tous combinés en un document et la province a une bonne utilisation de ces états financiers. Et je vais rentrer dans plus de détails plus tard, mais c'est des documents publics. Ils rentrent dans les archives et généralement, si vous avez un site web, ils seront publiés là et ils peuvent rester là pendant quelques années. Prochaine diapo, je vous prie. Donc, les états financiers annuels vérifiés, donc l'exercice financier au Nouveau-Brunswick pour les gouvernements locaux sont le calendrier de janvier à décembre. Personne ne le différencie. Ils doivent être conformes aux NCSP, ils doivent être vérifiés par des normes de vérification généralement reconnues. On a des notes dans ces états financiers qui mentionne des points comme les passifs environnementaux, juridiques, on montre les détails de vos comptes clients, de vos comptes fournisseurs. Il y a beaucoup d'informations importantes, mais c'est beaucoup plus difficile de déchiffrer si vous n'avez pas été formé pour lire ces états financiers. Prochaine diapo. Et cette diapo est pour souligner le rôle du trésorier ou trésorière. Ça serait moi dans la ville de Moncton, mais cela peut changer selon les municipalités. Encore une fois, on fait la collecte de l'argent, on ouvre les comptes en banque, on s'assure que le gouvernement local soit assuré par de l'assurance, on donne conseil au comité concernant des enjeux financiers.
on fait tout ce qu'on est obligé de faire. Et ce que j'ai mentionné ici est qu'il existe une personne individuelle, soit le maire, mairesse ou la personne nommée, qui va approuver les paiements avec le trésorier ou trésorière pour avoir cette division d'obligations pour assurer des contrôles adéquats et pour que les fonctionnaires élus soient tout aussi confortables que l'administration quand ils ont à voir avec les paiements ou toutes ces autres choses. Prochaine diapo, je vous prie. Maintenant, le rôle de l'auditeur, à nouveau, on le met ici pour que vous puissiez le regarder. Il doit s'agir d'un comptable professionnel agréé au Canada. La vérification doit être complétée jusqu'au 1er mars et comme vous verrez, en tant que gouvernement local, c'est un enjeu que nous avons au Nouveau-Brunswick parce que nous avons beaucoup d'entreprises et de gouvernements locaux qui ont des années calendrier et nous avons une quantité limitée d'auditeurs, donc ils sont très occupés en janvier, février, mars. Donc, il faut une planification adéquate pour être en conformité avec les dates limites. Votre administration doit se concentrer à cela. Il faut que vous le teniez en tête. Prochaine diapo, je vous prie. OK. Alors. Les budgets, d'habitude, c'est bien simple. C'est des revenus et des dépenses. Prochaine diapo, s'il vous plaît. So, what is a budget? Really, alors, c'est quoi un budget? En fait, un budget est un plan financier avec des cibles. Nous avons à voir avec de différents types de budgets. Nous avons tous à voir avec des budgets dans nos vies. Nous pouvons avoir avec des budgets personnels, de l'entreprise, des budgets d'événements spéciaux. Par exemple, à Moncton, on vient d'avoir les juniors mondiaux, qui a de différents types de budgets gouvernementaux, y compris les budgets des gouvernements locaux desquels on va parler aujourd'hui. Et on a aussi comme bonne pratique d'avoir des budgets pluriannuels parce qu'encore une fois, n'importe ce avec quoi nous avons à voir, on n'a pas quelque chose de limité, c'est un monde infini, donc il faut toujours regarder de l'avant. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, les budgets du gouvernement local. Alors, la chose que je vais commencer à souligner par rapport au budget des gouvernements locaux est qu'il s'agit de budgets que je dirais montrent comment les personnes de la classe moyenne font un budget. La plupart des personnes, nous travaillons, nous recevons un revenu, nous avons des dépenses, nous maintenant mettons quelque chose de côté dans une épargne si on est responsable et les budgets municipaux sont semblables à cela et je vais le mentionner un peu plus tard lors de la présentation. Maintenant, pour les gouvernements locaux, les budgets doivent être préparés une fois par an et tous les budgets, qu'il s'agisse de services publics, de fonds généraux, doivent être approuvés par le Conseil à des réunions ordinaires. Encore une fois, il faut établir les taux d'imposition pour le fonds de fonctionnement général et les frais d'utilisateur pour le fonds de fonctionnement des services publics. La bonne chose, je pense, pour les budgets du gouvernement local est que les budgets doivent être équilibrés. On n'est pas comme les gouvernements provinciaux et fédéraux. Ça doit être quelque chose qui arrive à zéro à la fin de l'année. Ils doivent être équilibrés et ils doivent tous être soumis à la province et au ministère de gouvernance, de gouvernement locaux et de la réforme de la gouvernance locale. Superviseur, trésorier, l'équipe de gestion, le comité de finances, si vous en avez un, les citoyens et les membres du conseil. Now, for some municipalities, maintenant, pour quelques municipalités, ils auront une interaction directe avec les citoyens et cela est en train de devenir une pratique d'excellence. En même temps, tous les gouvernements locaux vraiment écoutent leurs citoyens quand ils préparent leur budget. Cela peut être à travers les réunions du conseil, cela peut se passer à travers les conseillers qui parlent avec les citoyens, cela peut être à travers accepter des demandes. Encore une fois, les citoyens, quoiqu'ils ne sont pas toujours directement impliqués avec le budget, jouent un rôle majeur avec le conseil dans la préparation des budgets. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, les étapes du processus budgétaire, et encore une fois, là, il s'agit d'étapes qui peuvent être différentes d'un gouvernement local à l'autre, mais en l'essence,
Un processus adéquat nécessite de commencer par établir un calendrier budgétaire. Pourquoi est-ce important? Parce que les conseillers doivent être conscients de quand les délibérations sur le budget auront lieu, quand est-ce qu'ils auront des occasions pour donner de la rétroaction concernant le budget et aussi c'est une bonne composante de communication avec les citoyens parce qu'on veut s'assurer d'avoir transparence. Il faut établir des lignes directrices d'entreprise pour les budgets des gouvernements locaux. Par exemple, est-ce que le gouvernement local est prêt à augmenter les taxes? Est-ce que le gouvernement veut réduire les taxes? Est-ce que les gouvernements locaux ont des priorités spécifiques qu'ils veulent aborder? Encore une fois, on doit avoir des lignes directrices pour créer un budget adéquat et cela se connecte vraiment avec le pas numéro 3 qui est d'avoir des plans financiers à long terme et des plans stratégiques. Maintenant, ces plans peuvent varier. Ils peuvent être des plans de 4 ans, pendant le mandat d'un conseil ou de 5 à 10 ans. Et les plans stratégiques varient dans les documents. Pour quelques municipalités, le plan stratégique peut être tout aussi simple que 3 ou 4 points. Et ça va. C'est important d'établir les priorités quand on crée un budget afin que tout le monde sache comment s'aligner et que tout le monde sache où mettre de l'importance supplémentaire. Maintenant, c'est très important après cela, côté administratif, de demander des apports de la part des autres, y compris le conseil. C'est comme cela qu'on développe un bon budget inclusif. Encore une fois, l'autre chose est qu'on veut revoir l'information et nous voulons préparer une ébauche du budget. Alors, on ne veut pas commencer en tant que gouvernement local à préparer une ébauche du budget 2 semaines avant que le budget soit dû. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de consultations qui doivent être faites. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. C'est bon de le faire pendant l'année. Et pour nous, par exemple, à Moncton, le budget est un exercice continu, 12 mois par an. Et du moment où le budget de l'année prochaine est approuvé, il y a des demandes qui arrivent pour l'année suivante et cela pourrait être financé, etc. Donc, c'est très important. Numéro 6, tôt en octobre, on recevra l'assiette fiscale et les différentes subventions qu'on va recevoir de la province. Encore une fois, si vous avez fait beaucoup de ce travail au préalable, ce sera beaucoup plus facile de finaliser le budget et après cela, le budget doit être approuvé par le conseil et envoyé à la province et au ministère pour leur approbation. Prochaine diapo. Donc, les types de budget du gouvernement local, on a le fonctionnement général, le fonctionnement des services publics, encore ça c'est l'eau, les eaux usées et l'égout, et on a les budgets de capital. Les capitales générales qui est lié au budget de fonctionnement général et le budget capital des services publics qui est lié au fonctionnement des services publics. Prochaine diapo. Merci. So again, we went through this slide a little bit earlier. Encore une fois, on a parlé de cette diapo auparavant. On va en parler à nouveau. Le taux d'imposition soutient le Fonds général de fonctionnement et encore une fois, c'est quelque chose que nous voulons communiquer à vos citoyens le plus possible parce que c'est quelque chose qui peut être difficile de comprendre pour eux. Ils peuvent comprendre qu'il y a un budget majeur et ce n'est pas comme cela. Il y a 2 budgets séparés qui sont financés par de différents revenus. Et ils sont vraiment différents et on ne peut pas utiliser l'un pour financer l'autre. Ils doivent être créés dans 2 lignes séparées. Prochaine diapo. Prochaine diapo, je vous prie. Donc maintenant, on va se concentrer au budget de fonctionnement général, qui est le budget qui est le plus visible au sein de votre communauté. C'est là où les nouvelles, les médias vont saisir les différentes choses et c'est vraiment là où la plupart des municipalités vont passer leur temps. Encore une fois, ceci est soutenu par le taux d'imposition et inclut tous les revenus et dépenses qui ne sont pas liés aux eaux usées et aux égouts. Et encore une fois, c'est approuvé par une résolution du Conseil lors d'une réunion ordinaire. Prochaine diapo. Alors, du point de vue des recettes, la plupart des gouvernements locaux, la majorité du revenu va venir des impositions foncières. On a
des taxes foncières sur les résidences et des taxes foncières sur les biens non résidentiels. Et on a aussi des taxes pour les propriétés industrielles, les affaires commerciales et l'industrie lourde aussi dans le fonctionnement de vos villes. Vous avez aussi une subvention de financement communautaire. Le nom change et j'en parlais un peu plus tard. Et on a aussi dans les gouvernements locaux des propres sources de revenus. Parfois, ça sera quelque chose de minimal et dans d'autres gouvernements locaux, ça serait minimal côté revenus, mais cela peut encore être important dans votre fonctionnement annuel. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, les recettes de l'impôt financier, comment est-ce que cela fonctionne? La première partie qui rentre dans l'impôt financier est ce que nous appelons l'assiette d'évaluation foncière. Pour essayer de vous l'expliquer de façon simple, il s'agit là de la valeur de toutes les propriétés et tous les lots de votre ville. Maintenant, le taux d'imposition est le taux que le gouvernement local a établi pour l'appliquer à l'évaluation d'un bien utilisé. Le résultat de cela est le revenu de l'impôt foncier et on rentrera dans davantage de détails plus tard. Prochaine diapo. Alors, c'est la valeur de toutes les propriétés fournies par Service Nouveau-Brunswick. Il y a aussi un petit ajustement pour les biens fédéraux. Aussi, one of the things that has changed this year in the et une des past, choses qui ont changé cette année, c'est le taux d'impôt non résidentiel et le taux pour les propriétés industrielles lourdes. C'était toujours à peu près 5 fois le taux résidentiel. Maintenant, dans la réforme de 2022, on a pu soumettre une demande et les municipalités ont maintenant l'option d'établir le taux d'imposition commerciale pour l'industrie à un taux de 1,4 à 1,7 fois le taux résidentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si l'impôt commercial, et encore une fois au Nouveau-Brunswick, c'est très important d'avoir un budget équilibré. Donc, si l'on établit les taux fonciers d'imposition à 1,4 et non pas à 1,7, cela veut dire que les propriétés résidentielles vont payer davantage, ou plutôt plus que ce qu'elles payaient à 1,5, mais on va donner un taux d'impôt résidentiel à la propriété industrielle, ce qui va rendre ces propriétés plus concurrentielles dans la région de votre gouvernement local. Maintenant, si vous voulez fournir davantage de réduction de taxes résidentielles, vous pouvez augmenter à 1,7 le taux résidentiel. Et ce que cela fait est que cela réduit le fardeau sur vos résidents et augmente le fardeau sur vos propriétés commerciales ou industrielles lourdes. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose à taille unique, il n'y a pas de pratique d'excellence là-dessus, mais c'est quoi que ce soit qui corresponde à votre municipalité, ce qui fonctionne, ce qui s'aligne avec, encore une fois, vos plans stratégiques. Comment essayez-vous d'attirer des affaires? Essayez-vous de réduire le coût de vie pour les taux résidentiels? Donc, encore une fois, le taux que vous allez choisir ici dépend vraiment de vos priorités stratégiques. Prochaine diapo, je vous prie. Voici un petit exemple de comment on calcule l'assiette fiscale de la municipalité. Encore, on a la base d'évaluation foncière qui nous est donnée par la province. On a un ajustement du paiement fédéral. Ensuite, on utilise les taux de 40 à 70% pour l'évaluation foncière des biens non résidentiels et des biens industriels lourds. Et ça nous donne notre assiette fiscale qu'on peut appliquer sur le taux. Prochaine diapositive. Merci. So how the municipal property tax revenue will be calculated
It's simply Alors, comment on calcule? Eh bien, c'est l'assiette fiscale pour le taux multiplié par le taux d'impôt résidentiel divisé par 100 qui égale les recettes de l'impôt foncier. Le taux d'impôt foncier est établi pour équilibrer le budget de fonctionnement, puis ça dépend de vos résidences et de vos propriétés commerciaux. Et dans tous les cas, c'est tout le temps établi pour vous permettre d'équilibrer votre budget. Alors, pour le fonds de financement communautaire, il y a 3 composantes. Alors, pour cette subvention, c'est vraiment important pour certains gouvernements et moins pour d'autres. Cette subvention a changé en vue de la réforme des gouvernements, comme en 2023, la subvention pour Moncton a changé beaucoup par rapport à 2022. Alors, il y a la subvention de pérication, par exemple, qui est ajustée en fonction de la croissance de l'assiette fiscale. Alors, pour la réaffectation des subventions de base, eh bien, c'est établi, enfin, c'est redirigé pour aux commissions des services régionaux qui vont aider les municipalités et offrir différents services. Et le financement à ces CSR sont disponibles pour couvrir les coûts des projets qui sont liés à leur stratégie plus régionale. Il y en a beaucoup de programmes qui continuent. Ils ne s'arrêtent pas à la frontière, c'est-à-dire il y a certain argent qui a été réalloqué à certains gouvernements locaux pour allocation à certaines régions pour des stratégies régionales. Maintenant, les propres sources de revenus. Les propres sources de revenus sont spécifiques à votre gouvernement local et ça peut changer drastiquement d'un endroit à l'autre. Par exemple, on a des services de protection de l'incendie, des services de transport. Donc, si votre municipalité, vous êtes responsable de faire le déblaiement de neige pour une route provinciale ou quelque chose de même, la province va vous payer. On a aussi des ententes au niveau des services récréatifs. Donc, si vous avez des communautés voisinantes qui partagent les coûts d'un service, ça peut être un exemple de revenu pour votre municipalité. Aussi, encore, nous louons la glace, l'aréna, les centres culturels, les piscines, les revenus des piscines, des plages, des marchés, des transports en commun, des événements spéciaux, si vous faites des concerts, des festivals et vous chargez encore. C'est des revenus additionnels pour votre municipalité. Prochaine diapo. Next slide, please. Other own source revenues could be things, for example, like licenses and permits, building D'autres propres sources de revenus, ça peut être des revenus provenant de licences et permis, des permis de construire, des amendes de stationnement, la location d'édifices. Par exemple, si quelqu'un loue une partie de votre mairie ou de vos arènes ou choses comme ça. Il y a aussi le prélèvement sur les hébergements, comme les hôtels. On a également ce qu'on appelle des autres transferts. Et ça va être une partie de la conversation plus tard. Maintenant, pour les dépenses de fonctionnement général. Ici, une fois de plus, ça va varier d'une municipalité à l'autre. Il y a des services législatifs, l'administration générale, c'est un besoin pour n'importe quelle municipalité. Il y a aussi des services de protection, police, incendie, contrôle des animaux, mesures d'urgence. Et beaucoup de municipalités ont des règlements, d'autres ne l'ont pas. Donc, ce sont des dépenses générales qui sont dans le fonds général. L'administration, il y a le transport routier en hiver, le déblaiement de neige, le transport en commun. Il y a les services récréatifs et culturels,
les patinoires, les parcs, les terrains de jeu, les événements spéciaux, les festivals, les lieux historiques. Next slide, please. Prochain diapo. Il y a aussi des services d'aménagement environnemental, for example, community planning, the commission, economic development. Par exemple, service d'aménagement environnemental, urbanisme, commission de développement régional, de développement économique, le tourisme, les services d'hygiène comme la collecte des déchets solides et l'élimination des déchets solides, commission de services régionaux qui gère ça également. Prochain diapo. Alors, les dépenses aussi incluent des services financiers comme l'administration. Par exemple, c'est là où moi, je me trouve. Aussi, les services de la dette. Donc, si vous avez emprunté de l'argent, il y a l'intérêt et le principal à payer. Donc, ensuite, il y a aussi l'approvisionnement, le dépôt dans les fonds de réserve, si jamais vous épargnez de l'argent pour des projets futurs ou pour avoir une certaine protection, c'est là où est-ce qu'on en tient compte. Aussi, il y a le capital du fonds de fonctionnement lorsqu'on paye pour un item en capital, mais qu'on paye par d'autres moyens, par exemple sur le taux d'imposition ou les dépenses de service ou frais de service. Donc, par exemple, si vous achetez une voiture et vous le payez par argent comptant au lieu de l'acheter sur un emprunt. Ensuite, c'est très important pour les gouvernements locaux et c'est un diapo que je pense que si vous voulez vraiment apprendre quelque chose, c'est ici où vous allez l'apprendre. Alors voilà, dès que vous avez calculé toutes les recettes et les dépenses et le budget dont j'ai discuté, et puis y avoir plusieurs catégories à ces dépenses, dépendamment de votre gouvernement local, et que votre budget est déséquilibré, eh bien, le conseil a quelques options pour l'équilibrer, quelques suggestions. Donc, un exemple. On peut réduire le taux d'impôt si vous avez des surplus. Vous pouvez aussi, donc, si le revenu excède les dépenses, eh bien, on réduit le taux des impôts fonciers. C'est très intéressant pour les commerces, par exemple. Ou sinon, ça c'est une chose. Puis sinon, vous pouvez accroître les niveaux de service. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, le déblayage, la neige, mettre plus de ressources là-dedans pour avoir plus de services à ce niveau-là. Ensuite, il y a aussi le fait d'ouvrir les arènes ou les aménagements de loisirs qui sont, au lieu de l'ouvrir d'octobre à mars ou avril, vous l'ouvrez toute l'année, par exemple. Ce sont d'autres options. Ensuite, et puis si vous pensez que vous avez vraiment beaucoup trop de revenus et puis que votre taux foncier est compétitif et que vous êtes à l'aise avec vos niveaux de service, vous pouvez transférer les fonds dans la réserve pour l'avenir, pour les initiatives futures. Il y aura toujours des baisse d'économie dans le futur que vous pouvez avoir besoin d'argent. Ensuite, si vous êtes dans le déficit, on a aussi des options. Une option qui, des fois, les gens n'aiment pas beaucoup, mais enfin, des fois, il le faut, c'est d'accroître le taux d'impôt foncier. Puis ensuite, la possibilité de réduire les niveaux de service. Mais comment réduire les niveaux de service? Eh bien, il faut s'occuper de notre infrastructure, c'est pas négociable. Et puis, il faut payer notre assurance, c'est pas négociable. Mais par exemple, vous pouvez fermer l'arène peut-être 2 semaines avant le temps. Et puis, au lieu de peut-être de tondre le gazon toutes les 5 semaines, peut-être, c'est-à-dire 5 jours, aller à un intervalle de 8 jours. Prendre les déchets au lieu de chaque semaine, toutes les 2 semaines, choses comme ça. Une autre option, c'est d'accroître les taux des propres sources de revenus. Donc, si vous avez certaines lignes d'affaires que vous pensez que vous chargez moins que le taux du marché ou vous pensez que, ou vous voyez que les citoyens seraient prêts à payer un peu plus, voilà une occasion pour vous de charger plus. Ensuite, si vous avez mis des réserves de côté dans les années passées, puis vous avez un petit déficit en une année, vous pouvez aller chercher ça dans votre réserve en capital. Mais la chose qu'il faut faire attention, et d'ailleurs,
Ça dépend de votre budget. C'est comme vos budgets personnels. Si vous avez un petit compte d'épargne à côté, puis vous vivez d'une semaine à l'autre ou d'une année à l'autre et vous n'avez pas beaucoup de capital mis de côté, si vous avez plus de dépenses et ce sont des dépenses régulières, vous allez donc très rapidement venir au bout de vos épargnes. Alors, si vous avez des coûts fixes plus que vos revenus, vous allez perdre vos réserves. La réserve ne durera pas à l'infini. Alors, et voilà, donc c'est de la perspective de notre conseil. Je voulais vous souligner ça parce que si vous devez apprendre quelque chose aujourd'hui, je pense que ce diapo ici que je ferai attention. Avec ça, 2 ou 3 autres. Bien simple de gouvernement est calculé. Donc, les exigences de taxes locales sont 5,5 millions. On a notre assiette fiscale. Donc, on a pour soumettre notre budget balancé, on a besoin le même revenu. Notre assiette fiscale, dans ce cas ici, c'est à 374 millions. Donc, voici le taux d'imposition qui est requis pour balancer le budget. C'est juste un exemple d'une municipalité de comment ça marche. Prochaine diapositive, merci. Maintenant, le budget de fonctionnement des services publics. Donc, ceci, c'est pour le service d'eau et égout. Et encore, je me répète, mais c'est vraiment important, c'est supporté par les frais aux utilisateurs. Nous avons des taux fixes et aussi des taux variables. Certains gouvernements locaux ont seulement des taux fixes, d'autres ont seulement des taux variables et la majorité ont une combinaison des deux. Encore ici, le budget est approuvé par une résolution du Conseil et il faut soumettre un budget balancé. Donc, il faut que ça soit égal à 0. Prochaine diapositive, merci. Les composants, donc les recettes, puis ce budget ici est beaucoup plus simple que le budget des fonctionnements généraux. Donc, on a les frais d'utilisateur, ça c'est la majorité de vos revenus. Ensuite, on a l'eau en vrac. Et aussi, on a des recettes du fonds général. Donc, par exemple, c'est quand même les pompiers utilisent l'eau pour la protection des incendies. C'est une fonction du budget de fonctionnement général. Donc, le budget de fonds général va payer un peu au budget du service des eaux et égouts pour couvrir ces dépenses. En termes de dépenses, on a les dépenses d'administration, de fonctionnement et la dette. Pour le budget des services d'eau et égouts, on voit souvent plus une grosse partie des dépenses comme la dette, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qui est requis pour maintenir cette infrastructure, mais on a moins besoin, parce que la majorité des actifs sont sous la terre, on a moins besoin d'employés pour supporter ce type de service. Prochaine diapositive, merci. So again, here, une fois de plus, c'est similaire à l'autre diapo sur le fonctionnement du budget des services publics. Eh bien, si vous avez des revenus, on peut réduire les frais d'utilisateur, on peut accroître les niveaux de service, on peut transférer aussi dans le fonds de réserve pour l'avenir si vous avez des surplus. Et c'est la même chose que l'autre diapo. Si vous n'avez pas suffisamment, si vous avez trop de dépenses, vous avez des options d'accroître les frais d'utilisateur, réduire les niveaux de service ou vous servir de votre réserve en capital s'il y a de l'argent disponible. Une chose que j'aimerais souligner, surtout pour les services publics et les frais d'utilisateur, eh bien, c'est très important pour les gouvernements locaux de comprendre quelle est la municipalité avec
laquelle vous faites affaire. Et puis, le but ultime des services publics, et je vais vous donner un exemple plus tard, mais là, le but ultime, c'est d'essayer d'harmoniser les augmentations et les baisses pour que les augmentations soient stables d'une année à l'autre. Par exemple, à Moncton, une stratégie que nous, on a, c'est qu'on essaie toujours de garder les taux, c'est-à-dire les augmentations, entre 0 et 2 ou 3 %. Comment faire ça? Eh bien, on fait des budgets pour 5 ans. On essaie de comprendre à l'aide des hypothèses qu'est-ce qui va arriver à l'avenir. On veut éviter des situations, par exemple, où ce qu'on voit actuellement avec Énergie Nouveau-Brunswick, où est-ce qu'il y a une augmentation de 9 % dans le taux. Ça n'est pas bien reçu par les entreprises ni par les individus, les résidents. Alors, une chose que moi je suggère, c'est que si vous avez trop de revenus et vous avez seulement augmenté les taux d'utilisateurs par 1 ou 2 %, ce qui suit l'inflation habituellement, mais vous avez encore un surplus parce que vous gérez les dépenses très bien. Eh bien, ce que moi je suggère, c'est de mettre un peu de cet argent-là de côté dans votre compte d'épargne pour les années futures. Et là, s'il y a des choses qui arrivent, comme on a vu en 2023 à Moncton et partout au monde, c'est-à-dire l'inflation élevée, les coûts d'énergie élevés, eh bien, vous pouvez essayer d'aplanir les augmentations sur vos citoyens en utilisant vos réserves pour absorber un peu les impacts de cet événement qui arrive une fois les 20 ans, enfin, ce qui est assez rare, c'est-à-dire taux d'inflation élevé et les taux d'énergie très élevés. Alors, c'est une chose que j'aimerais mentionner. Puis, une des stratégies pour le Fonds général et le Fonds de services publics sont à peu près pareilles. Il s'agit des taux, des niveaux de service et l'utilisation de votre réserve en capital pour essayer d'aplanir les augmentations, pour que les résidents n'ont pas à composer avec des augmentations trop élevées. Parce que les gens établissent des budgets personnels. Ils essayent de savoir à peu près ce que ça peut être pour l'avenir. Et nous, on veut jouer un rôle là-dedans. Et c'est très bénéfique pour le conseil. Vous aurez moins d'appels. C'est très bien pour les résidents locaux. Ça donne plus de stabilité pour les entreprises également, pour leur permettre de faire affaire dans votre région parce qu'ils ont la confiance que les choses sont stables. Alors, prochain diapo, s'il vous plaît. So again, these are annual or Eh multi-year. bien, sont des budgets à plusieurs années. Une chose que je vais souligner, c'est la gestion d'actifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire investir dans les actifs existants au lieu de créer de nouveaux actifs. Alors, on va parler aussi des frais de la dette un peu plus tard et les services fiscaux qui sont dans les deux budgets, les dépenses d'immobilisation qu'il faut comptabiliser selon les PCGR, les pratiques comptables généralement reconnues. Puis la loi sur l'urbanisme exige que les gouvernements locaux soumettent un plan d'immobilisation quinquennal avec le plan municipal et je vais en parler un peu plus tard également. Prochain diapo. Alors voilà, les catégories des dépenses du budget de capital. Ce sont les catégories qui sont cohérentes, qui sont établies par la province, qui sont cohérentes d'un gouvernement à l'autre. Et pourquoi c'est important? Eh bien, parce que c'est beaucoup plus facile pour le gouvernement local et pour la province de faire le rapport si tout le monde se sert des mêmes catégories. Donc, prochain diapo. Pour ce qui est des sources de financement, il y a différentes sources. Il y a le fonds de la taxe de l'essence, FTE. C'est ça qu'on appelait dans le temps le gas tax, la taxe sur l'essence. En anglais,
Mais aujourd'hui, en anglais, ils appellent ça le financement, enfin le fonds de bâtir les communautés en anglais, mais c'est toujours le fonds de la taxe sur l'essence en français. Alors ensuite, on peut avoir le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral qui donnent le financement. Vous pouviez aussi avoir un capital de fonctionnement, comme j'ai déjà dit. Vous avez possiblement des réserves également. Par exemple, Fredericton avait une bonne stratégie il y a quelques années où est-ce qu'ils ont tout payé, tous les items en capital par le taux d'imposition. Ils n'ont pas emprunté de l'argent. Il y a des coûts à ça, mais c'est comme ça qu'eux ont pu payer les actifs. On peut se servir de vos réserves. Par exemple, à Moncton, on veut construire une station de police. Ça fait depuis 10 ans qu'on épargne de l'argent pour être capable de payer cette station de police. On va avoir l'argent pour le faire au moment venu. Ensuite, les groupes communautaires aussi peuvent financer des projets, comme par exemple à Moncton, on a le hockey mineur qui peut contribuer à la construction de l'arène et tout ça. Et puis, il y a d'autres catégories, enfin les citoyens privés, toutes sortes de choses. Mais en général, c'est ça vos sources de financement de budget. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Tous les budgets capitaux de chaque gouvernement local de la province sont soumis à la province utilisant ce format ici. Donc, nous avons les projets capitaux projetés pour les prochaines 5 années. Ils sont divisés dans les catégories établies par la province, qui nous crée un grand total du budget capitaux pour les prochains 5 ans. Ensuite, plus en bas dans la présentation, nous voyons les différentes sources de financement. Now, why is it important that municipalities... Maintenant, pourquoi c'est important que les municipalités fassent un budget pour plus de 5 ans ou pour une période de 5 ans? Eh bien, parce que ce qui arrive, c'est que vous ne serez jamais capable de réaliser tous vos projets stratégiques en un an. Les taux d'imposition, les taux de frais d'utilisateur ne seront pas capables d'absorber ces coûts et vous ne serez jamais capable de payer toutes vos priorités. Donc, pour les gouvernements locaux, la chose la plus importante et où le conseil joue un rôle vraiment important, c'est d'établir les priorités. La bonne chose de budgéter sur une période de 5 ans, c'est que ça vous permet de voir comment vous allez réaliser vos projets d'ici 5 ans. Une fois de plus, c'est quand vous allez soumettre votre budget en capital à la province, le conseil approuve seulement la première année du budget, n'est-ce pas? Et puis ça étant dit, eh bien, lorsqu'on a soumis ce budget à Moncton en 2018, c'est juste un exemple que je vous donne ici, c'est qu'on avait établi que le conseil avait approuvé le budget 2019, c'est-à-dire des dépenses de 200 000 $ financé de 50 000 de capital du budget, puis un emprunt de 150 000. En 2020, on a créé un plan. Et puis ça peut changer d'une année à l'autre, mais ça, c'est le plan qu'on avait créé. Et puis c'est ça que moi, j'appellerais un processus positif que la province a établi parce que les gens vont penser un peu à l'avant. Alors, quelles sont les pratiques exemplaires en matière de budget de capital? Eh bien, d'abord, investir dans ses propres actifs plutôt que de faire grossir ses actifs, parce que les résidences et commerces et tout ça, c'est très bien toujours d'avoir un nouvel actif pour présenter à nos citoyens. Mais si vous êtes membre du conseil et puis pour les nouveaux membres du conseil, vous allez voir, lorsque les citoyens, les résidents perdent un service, ils n'aiment pas ça du tout. Alors, une meilleure pratique, c'est d'investir dans les actifs existants que de créer d'autres ou d'enlever d'autres. Et je vais vous en parler un peu plus loin dans la présentation. Ensuite, il faut examiner les répercussions des activités de fonctionnement sur le budget du capital proposé. Mettons, si vous avez une randonnée de 10 km, un chemin, mettons, vous devez continuer à le maintenir. Vous allez le construire, mais ensuite, il faut le maintenir. Il faut le déblayer en hiver. Il faut traiter les lits de poules. Il faut tondre le gazon à côté, ou enfin l'herbe qui pousse à côté. Tout ça.
c'est la maintenance. Alors, lorsque vous ajoutez des items à votre budget en capital, il faut considérer les impacts de coûts d'opération. Maintenant, si vous avez des feux de circulation, il y a la maintenance, il y a la vérification, il y a le contrôle de ces lumières-là. Et il faut tenir compte de cela pendant plusieurs années pour que ça soit durable et stratégique. Si vous investissez dans des nouveaux actifs, mais pas dans les actifs qui existent, eh bien, ça veut dire que dans 10, 20 ans, 50 ans, ces actifs-là auront détérioré et vont nécessiter des remplacements totaux. Alors, il faut tenir ça en tête lorsque vous établissez ces budgets-là. Donc, prochain diapo. Le résumé. Eh bien, la majeure partie des recettes proviennent de l'impôt foncier et des taux de services publics. Et ça ne change pas, ça ne dépend pas où vous êtes, c'est partout la même chose. C'est la majeure partie des recettes. Et c'est fixe, c'est l'impôt foncier. Et vous avez des proportions de revenus limitées, c'est des sources sont limitées. Il faut tenir cela à l'esprit lorsque vous établissez vos budgets parce que dans une année où l'évaluation fiscale ou de l'impôt foncier est plus bas, où vous avez de l'inflation élevée ou des coûts de services publics élevés, c'est difficile d'en ajouter aux consommateurs. Ensuite, pour les dépenses. La majorité des dépenses est fixe. Donc, par exemple, pour nous, à Moncton, à peu près 90 de nos dépenses sont fixes ou semi-fixes. Alors donc, quand il y a une baisse de l'évaluation foncière, eh bien, et c'est une année où ça peut arriver à cause de l'inflation, n'est-ce pas? Alors, c'est difficile de réduire les dépenses parce que dans le fond, les dépenses comme les policiers, l'assurance, les gages, payer les salaires, c'est difficile. Vous devez les payer, c'est fixe. Vous ne pouvez pas décider de ne plus les payer. Alors, il est difficile de s'ajuster si les recettes sont inférieures à ce qui est prévu. Le contribuable va toujours vouloir obtenir plus de services, mais personne ne veut payer plus de services. C'est correct, c'est le monde où est-ce qu'on vit, mais il faut être transparent, il faut communiquer, il faut demander aux citoyens de prendre une décision et de demander leurs commentaires. Il faut toujours se préparer à cela. Et puis, il faut toujours savoir quels sont les impacts des décisions non planifiées. Quelles sont les répercussions lorsqu'il y a des décisions. Faites votre diligence raisonnable parce que si vous n'avez pas réalisé cela, eh bien, il peut y avoir des impacts négatifs. Alors, c'est correct. Vous prenez 2 semaines, vous prenez 1 mois pour analyser, pour évaluer, pour faire une diligence raisonnable parce que vous ne voulez pas des répercussions imprévues à l'avenir. Ensuite, prochain diapo. La planification à plusieurs années. Des budgets, ayez un plan stratégique. Faites sûr que votre budget est aussi lié à votre plan stratégique. Créez des planifications à long terme et utilisez des différents scénarios. Utilisez des scénarios très conservateurs, utilisez des scénarios plus propices à la réalité et ensuite, vous pouvez même utiliser des scénarios qui sont des événements que vous ne pensez pas qu'ils vont arriver, mais vous pouvez quand même démontrer les impacts. Établir des priorités est très important. We cannot do everything. We cannot meet the expectations. Établir les priorités, c'est crucial. On ne peut pas répondre aux attentes de tous les citoyens, de toutes les entreprises tout le temps. C'est important d'établir des priorités, communiquer ces priorités et chercher l'engagement de vos citoyens dans ces priorités-là. S'ils voient que vous avez une stratégie, une vision pour l'avenir et que vous êtes en train de le mettre en branle, ils vont se joindre à ça aussi. Il faut avoir la participation des citoyens partout où c'est possible. On passe du temps à faire des budgets, il y a une raison pour cela, parce que les entreprises privées créent des budgets parce que c'est important. C'est
très important. C'est le plan que vous allez suivre. C'est vous établissez ce plan-là pour que vos employés, que votre administration, vos citoyens, tout le monde sait où est-ce qu'on s'en va. Alors, en tant que conseil, en tant qu'administration, si vous êtes si vous n'avez pas de discipline à suivre, à suivre votre mouvement, personne ne va plus comprendre où vous en allez. L'administration et le conseil. Et le conseil va prendre des décisions sans savoir l'impact et les répercussions des actions futures. Alors, il faut contrôler ça avec un processus de budget. L'année passe vite. S'il y a quelque chose à ajuster, il y a toujours l'année suivante et il faut continuer à mettre à jour votre budget pendant l'année. Si vous avez Si, par exemple, vous avez un mauvais hiver de janvier à mars, peut-être vous pouvez réduire vos dépenses plus tard pour atténuer le déficit parce que ce déficit va porter en 2 ans. D'un autre côté, il y a des années, par exemple, il y a 2 ans ou 3 ans, on a vu des prix qui ont diminué de façon importante. Donc, cela a créé des épargnes pour les municipalités, ce qui pourrait être une bonne occasion d'acheter de l'équipement ou de prendre cet argent et réduire la dette active afin de réduire les paiements fiscaux pour les années futures. Encore une fois, c'est les pratiques exemplaires pour l'établissement du budget. Prochaine diapo. Maintenant, je vais vous fournir ceci en essence. La province aime vraiment qu'on partage cette information et je tends à être d'accord avec eux. C'est très important. Donc, il est très important de comprendre qu'on a des dates clés. La province va envoyer son assiette d'imposition début septembre au gouvernement local. C'est très important que les gouvernements locaux ne commencent pas leur processus de budget fin septembre, début octobre, attendant que la province envoie des chiffres. La pratique exemplaire est de travailler aux choses de façon précoce. Moncton, on crée un plan financier à long terme, on le présente au conseil dans l'échéancier, ce qui donne au gouvernement l'occasion de fournir des choses pour le budget. On fait beaucoup de travail de nettoyage pendant les mois d'été et après cela, nous avons de différents scénarios préparés même avant de recevoir nos chiffres de la province mi-octobre parce que vous allez recevoir vos chiffres mi-octobre et à Moncton, c'est à peu près 90% de nos revenus et il nous faut passer et avoir le budget en septembre 15, le 15 septembre. Donc, dépendant de vos priorités du financement que vous obtenez, vous pourrez rapidement voir ce que vous pouvez vous permettre et ce que vous ne pouvez pas vous permettre. Et encore une fois, après cela, ces budgets sont envoyés à la province établit les taux d'imposition et c'est comme cela que tous vos résidents et propriétés commerciales recevront leurs taxes pour l'année prochaine. Trésorier. Les autres municipalités, et ce qui est le fun au Nouveau-Brunswick, on n'est pas nécessairement dans une compétition. Moi, j'appelle, par exemple, j'ai des conversations avec Fredericton, Dieppe, Riverview, Saint-Jean, même les Shediac et même les autres municipalités. Et eux aussi m'appellent pour avoir des avis. You can also touch base with the community finance branch at the local government. Vous pouvez aussi contacter la direction des finances communautaires au GLRGL et si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez contacter vos auditeurs aussi. Prochaine diapo. Alors, voici tout ce que nous avons pour la première partie. Encore une fois, ceci fut la partie centrale de la présentation et je pense qu'en tant que conseiller ou que fonctionnaire élu, cela sera la majorité de vos interactions avec les finances du gouvernement local. Je pense que cela couvre probablement de 80 à 85% de ce que vous gérez de façon régulière.
Je veux rappeler à tout le monde à cet appel, encore une fois, d'essayer de simplifier les choses. Ne compliquez pas les choses de trop. Cela vraiment ressemble à un budget créé par un citoyen de classe moyenne où, encore une fois, il n'y a pas trop de revenus, il n'y a pas trop de dépenses et on essaie de faire les décisions correctes en établissant des priorités et essayant de mettre de l'argent de côté pour des urgences, etc. Donc, voici le message et je crois que maintenant, on va permettre les questions concernant la partie numéro 1. Merci. Merci, Jacques, pour ta présentation. Thank you, Jacques, for your presentation. Merci, Jacques, pour ta présentation. Je vais poser quelques questions qui sont arrivées sur la boîte à clavardage. On ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions avant la pause, mais on va répondre à quelques-unes des questions. La première est la suivante. On a mentionné que les municipalités n'ont pas le droit d'avoir un excédent ou un déficit et est en train d'allouer de l'argent pour les fonds de réserve, comme vous l'avez mentionné, un compte d'épargne. Est-ce que cela ne veut pas dire essentiellement que d'avoir un excédent? Et est-ce qu'il existe une somme maximale permise à être allouée pour les fonds de réserve? Parfait. Je vais essayer de diviser cela en 3 scénarios différents. Donc, du point de vue de votre budget en soi et le budget que vous allez établir, il vous faut être dans une position équilibrée. Vous soumettez un budget équilibré à la province. Maintenant, ça, ce n'est que votre budget, mais après cela, vous allez partir, vous allez avoir du fonctionnement et vous aurez des résultats, en fait, qui vont se comparer à cela. Si à la fin de l'année, vous êtes en excédent ou en position de déficit, cet excédent ou ce déficit se reporte automatiquement à 2 ans. Donc, si vous avez un excédent en 2020, quand vous commencez votre budget de l'an 2022, cet excédent est reporté comme revenu ou si c'est un déficit, cela reporte comme dépense. Maintenant, en ce qui concerne votre question par rapport aux réserves, et en essence, est-ce qu'on est en train de créer un budget qui est en position de déficit ou d'excédent? Je pourrais vous dire que vous pouvez voir les choses de 2 façons. Du point de vue, c'est-à-dire les gouvernements locaux n'ont par exemple pas le droit de soumettre des déficits ou des excédents majeurs. Les gouvernements provinciaux et fédéraux, oui, ils peuvent avoir des déficits pour 20 ou 30 ans, etc. Vous êtes correct. Maintenant, si vous mettez de côté beaucoup de réserves, je suis d'accord. D'une certaine façon, cela veut dire techniquement que vous êtes en train de générer un petit excédent d'une façon ou d'une autre, mais en même temps, une grande partie de vos réserves ne sont pas là tout simplement pour rester là et générer de l'argent. Par exemple, à Moncton, si on utilise nos réserves et nous avons une bonne quantité de réserves, 88% d'entre elles, à peu près, ont un propos spécifique. Par exemple, les réserves de cycle de vie qui sont, par exemple, en place pour que quand nos actifs ne seront plus viables pour notre municipalité, nous avons l'argent pour remplacer cet actif. Encore une fois, vous pouvez alléger qu'en mettant une réserve pour 20 ans parce que vous savez que cet actif va se désintégrer ou bien devra vraiment être réparé en 20 ans. Est-ce que vous avez un déficit ou vous faites peut-être une planification correcte pour vous assurer de ne pas avoir un déficit majeur en 20 ans? Moi, j'allégerais que c'est l'opposé. Vous êtes en train de faire une bonne gestion fiscale pour assurer qu'en 20 ans, vous ne soyez pas en position de déficit ou, comme on s'en rappelle, Détroit a fait faillite. Ce n'est certainement pas ce qu'on veut faire comme municipalité ou gouvernement local. D'un autre côté, si vous utilisez quelque chose de déficit pour équilibrer votre budget, vous avez des revenus qui se répètent, des dépenses qui se répètent, mais si ce n'est quelque chose qui ne se répète qu'un an parce que vous voulez préparer un grand concert ou bien il y a un projet majeur dans votre municipalité lié à un seul an, alors vous savez quoi?
c'est bon de prendre de l'argent de votre compte d'épargne, etc. Et encore une fois, je vais lier cela à vos finances personnelles. Si vous ne vivez que d'une semaine à une autre, d'un jour à un autre, et vous ne mettez pas d'argent de côté pour changer vos pneus ou pour réparer votre voiture ou des choses de ce genre, vous savez que ces choses éventuellement auront lieu, vous devrez changer les pneus de votre voiture. Donc, vous avez l'option de mettre un peu d'argent de côté pour vous préparer pour l'avenir ou bien vous pouvez prendre le risque et peut-être vous allez manger des soupers craft pour payer pour vos pneus. C'est une autre façon de le faire. Il y a des gens qui décident de le faire de cette façon. Alors, je suppose que pour moi, il s'agit de prudence fiscale que de le faire de cette façon. Et côté dernière question, côté limite, au Nouveau-Brunswick, c'est un peu différent d'autres PT. Vous n'avez le droit de mettre de côté que 5 de votre budget total sur le fonds général dans vos réserves de fonctionnement. En ce moment, il n'y a pas de limite à vos réserves de capital. J'ai mentionné, par exemple, qu'on met de côté chaque an pour payer la station de police. Il n'y a pas de limite du point de vue de ce que vous payez parce que nous savons que nous épargnons cet argent pour payer une dépense que nous savons s'approche. Donc, ce que nous faisons, c'est au lieu de payer des intérêts, on décide de mettre de l'argent de côté et à la fin, en utilisant cette stratégie fiscale, nous réduisons le coût total pour nos contribuables. Désolé, inaudible, l'interprète s'excuse. Paul, je pense que tu es en silencieux. Désolé. And when we come back, I'll ask you a Une few. pause de 5 minutes et quand on reviendra, je te poserai d'autres questions et tu pourras continuer avec ta présentation. Parfait. La deuxième partie est beaucoup plus courte, donc c'est bon. See you in 5 minutes. On se verra en 5 minutes.
Et nous sommes de retour. Donc, notre conférencier de ce soir devrait se joindre à nous sous peu. On va lui poser encore quelques questions avant de retourner à sa présentation. Donc, dès que Jacques revient, on lui posera des questions. Et voilà, il est là. Donc, encore, Jacques, merci de joindre à nous ce soir. Je vais te poser encore quelques questions. La prochaine, c'est concernant le processus de demande d'emprunt. Donc, par exemple, si une municipalité souhaite emprunter pour l'achat d'un camion, c'est quoi le processus nécessaire pour mener à l'emprunt et ensuite à l'achat? OK, ben pour sauver un petit peu de temps, c'est une des sections que je vais parler de dans la troisième partie de cette présentation. So, on ira en plus en détail là. Puis si que vous avez encore des questions après que j'ai été à travers, je pourrais certainement répondre plus. Merci. Excellent. Donc, je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions ici. Là. On en a eu plusieurs. Il y a des questions, c'est ça, il y a des questions qui ont été posées qui vont être adressées dans le Q&A. Là. Donc, c'est des questions qui sont spécifiques au ministère. Donc, on vous demande aux gens de continuer à aller visiter le site web pour les réponses là, concernant les subventions inconditionnelles et des domaines connexes. Donc, ici, une question. Can we budget for future capital expenditures years in Est-ce advance? qu'on peut faire un budget pour les dépenses de capital des années en avance et est-ce que c'est alloué comme excédent ailleurs? Oui, alors à la fin de l'année, ce qui est très important, c'est que quand on prépare le budget pour cela, c'est que dans le budget, oui, on peut mettre quelque chose de côté. Par exemple, pour nous, pour la station de police, on a mis de l'argent de côté chaque année dans notre budget opérationnel. On dépose cela dans une réserve afin de pouvoir payer pour une dépense future, un point de capital futur. Oui, c'est une dépense que l'on peut faire maintenant. Il faut identifier cela, cependant, comme étant un dépôt de réserve. Autrement, ce qui va se passer, c'est que comme vous n'êtes pas en train d'avoir une distribution de fonds pendant cette année, cela va créer un excédent et automatiquement, cet excédent va être reporté en 2 ans. Donc, la meilleure façon de se faire est de le mettre dans un fonds de réserve si vous savez que vous allez devoir avoir une dépense pour un actif de capital et vous le mettez dans un fonds de réserve. Côté établissement du budget, est-ce que vous pouvez le mettre pour un actif de capital sur des années multiples? Je dirais que oui et non. Pour quelques projets, vous pouvez certainement faire cela, mais il vous faut faire attention. Si le projet est fait à de différentes phases, c'est une façon par laquelle vous pourriez faire un budget sur des années multiples. Si vous le faites par différentes phases, par exemple, vous bâtissez un parc un an et vous mettez dans le budget la construction du parc l'année d'après pour l'infrastructure, etc., vous pourriez le faire de cette façon. Quand vous faites un emprunt, cependant, de la province pour créer un budget, il y a 2 choses importantes desquelles vous devez vous rappeler. J'en parlerai en détail plus tard. D'abord, il faut avoir l'autorisation pour octroyer le projet. Il faut que tout le projet soit approuvé. Donc, si l'entrepreneur va faire le travail, il faut octroyer à cet entrepreneur et la province doit vous mandatez tout le projet, non seulement une composante du projet. L'autre chose aussi est que quand vous soumettez votre budget de capital à la commission des emprunts capitaux par les municipalités, ils vont l'approuver s'ils sont confortables avec votre budget et cela crée
ce qu'on appelle l'autorisation, qui est comme une ligne de crédit que vous pouvez dépenser plutôt sur un projet spécifique. En ce qui concerne la loi sur la gouvernance locale, l'autorisation devrait être retournée après 2 ans. Donc, encore une fois, moi, je dirais que la meilleure façon de le faire, si vous voulez le faire à des phases multiples et vous ne planifiez que de construire dans les années futures et de mettre cette dépense dans le budget, le mettre dans une réserve de capital. Et quand le temps sera arrivé d'aller de l'avant avec le projet, là, vous aurez de l'argent en place pour pouvoir contribuer à ce projet, mais aussi, encore plus important, cela va réduire votre emprunt. Merci, Jacques. Une dernière question avant que tu ne continues avec ta présentation. Peux-tu nous parler davantage par rapport à comment tu fais des consultations avec le public quand tu prépares ton budget, par exemple? Quand est-ce que tu commencerais ce processus? Oui, je pense que pour être honnête, chaque réunion de conseil, chaque réunion municipale, chaque événement qui a lieu dans votre municipalité, dans la région de votre gouvernement local, on l'utilise comme consultation. Par exemple, alors on utilise beaucoup de mécanismes. Une partie, c'est les consultations directes et cela pourrait être, par exemple, les gens qui participent à des réunions du conseil. Cela pourrait être un événement communautaire où vous pouvez interagir avec les personnes. C'est ça les domaines qui sont plus formels et directs. Il y a aussi des façons informelles. Disons qu'on reçoit beaucoup de plaintes concernant qu'on se débarrasse de la neige et ça se passe pour toutes les municipalités. Bon, ben, cela veut dire que, bon, on reçoit beaucoup de plaintes, il faut peut-être aborder ce sujet. Et maintenant, ce qui devient encore plus important, c'est qu'il existe des outils où l'on peut établir un cadre et à Moncton, on n'y est pas encore, mais on commence à aller par cette route où l'on peut en fait développer un outil et les citoyens peuvent aller et fournir de la rétroaction vers le processus du budget directement et ils peuvent jouer avec quelques lignes. Par exemple, je voudrais augmenter les services de police, mais je voudrais réduire les loisirs ou vice-versa. Donc, il existe de différentes façons de chercher l'interaction. D'avoir des sondages par rapport à ce qui est en train de se passer au sein de votre entreprise, votre municipalité et les sondages de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas en municipalité. Si vous voyez que les gens participent vraiment à beaucoup d'événements divers, peut-être vous voulez dépenser davantage aux événements divers. Ça, c'est en consultation directe. Il y a de maintes façons de le faire, mais il faut tout simplement écouter à profondeur les personnes, être attentif, écouter les différents conseillers qui ont de différentes priorités. Eux, ils parlent à de différentes personnes de façon quotidienne, donc c'est un grand casse-tête. Et encore une fois, la consultation est une partie majeure de cela. Et ça va avec d'autres choses, mais encore une fois, il s'agit d'utiliser toutes les possibilités. C'est comme ça que suggérer que vous consultiez vos citoyens. Merci, Jacques. On va continuer ta présentation. Perfect. Merci beaucoup. La gestion des actifs, asset management. So this is the second part. Next slide. La gestion des actifs. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, pourquoi la gestion des actifs? Encore une fois, c'est une pratique d'excellence. Et l'autre chose qui est très importante pour les gouvernements locaux est que si l'on veut recevoir l'impôt d'essence, il faut être en place pour recevoir ce financement. Et en tant que municipalité, il existe de différents investissements qui rentrent dans les actifs de capital. Et vous pourriez ne pas penser à quelques-uns d'entre eux. Donc, c'est important d'avoir un plan de gestion d'actifs qui soit bon. C'est la collection de mesures prévues qui permettent aux actifs de fournir le niveau de service souhaité de façon durable tout en gérant les risques au plus bas coût de cycle de vie. C'est équilibrer les coûts de cycle de vie et les niveaux de service. And again, this one, I'll go a little bit in English as well.
It's the set of Encore plan- une fois, je vais parler en anglais un peu. Il s'agit de la collection de mesures prévues qui permettront aux actifs de fournir le niveau de service souhaité de façon durable tout en gérant les risques. Donc, pourquoi est-ce que nous avons les niveaux de service dans la gestion d'actifs? Et je vais diviser cela et le mener au dénominateur le plus simple. Une route est un actif municipal. Et cet actif-là, son niveau de service, normalement, est de pouvoir aller du point A au point B sur cette route, soit en marchant, en conduisant, en vélo ou quoi que ce soit. Encore une fois, si on ne prend pas soin de cet actif, éventuellement, ou si l'actif se détériore ou échoue, vous pourriez ne plus pouvoir aller du point A au point B. Et si cela est votre seule route pour aller du point A à point B, on aura un grand impact sur votre municipalité, raison pour laquelle, quand nous analysons les actifs, tout a à voir avec un niveau de service. Votre actif sur le terrain à nouveau apporte de l'eau potable à votre ménage. Vous ne voulez pas que cela échoue. Même chose pour les routes. Même chose pour tout le reste. Si vous avez une aréna, vous voulez vous assurer que l'aréna opère et répond au temps désiré dans lesquels vous voulez fonctionner, les mois pendant lesquels vous voulez que ça fonctionne. Et je vous garantis que vous ne voulez pas organiser un tournoi et subitement, l'actif ne fournit plus le niveau de service qu'il est supposé de fournir. Prochaine diapo, je vous prie. Les 7 questions sur la gestion des actifs. Donc, que possédez-vous et où est-ce ces actifs? Donc, qu'est-ce que vous possédez comme municipalité? Les chemins, les arénas, l'infrastructure, toutes ces choses-là. Quelle est la valeur, et non seulement la valeur que vous avez payée, mais aussi le coût de remplacement? C'est une question importante. Quel est l'état et quel est l'état de vos actifs, puis combien de temps qui reste dans le temps de service de cet actif? Qu'est-ce qui doit être fait pour entretenir cet actif? Vous avez besoin de savoir ça. Quand devez-vous le faire? Vous avez besoin de faire une analyse de la durée de la vie utile. Combien cela va-t-il coûter? Et combien vous allez garantir la durabilité? Ça, c'est les 7 questions qu'il faut vraiment se poser sur la gestion des actifs. Prochaine diapo. Most local governments now La plupart have... des gouvernements locaux en ce moment ont des choses de base. Vous aurez une liste de vos immobilisations corporelles maintenant. Je comprends. Parce que les gouvernements locaux ont été combinés, il y a de nouvelles entités de gouvernements locaux et probablement il y a du travail à faire là quand on recueille les nouveaux actifs de votre nouvelle entité. Mais pour la plupart d'entre nous, et même pour les nouvelles entités, vous avez une base d'immobilisation corporelle, qui est une liste que vous pourrez utiliser parce que c'était obligatoire pour recevoir de l'argent des impôts d'essence. Donc, c'est bon de les mettre ensemble et de les combiner aussi. Dans cet exercice d'immobilisation corporelle, il y a une évaluation. Combien cela vaut-il? Et aussi, à cause des exigences des impôts sur l'essence, vous avez des plans financiers à long terme sur votre actif, mais nous reconnaissons que peut-être ce n'est pas parfait. Et même pour nous, ici à Moncton, il nous faut nous assurer d'améliorer de façon continue le plan à long terme. Is the state of your local infrastructure? Is it in Alors, good? ce qu'il faut finaliser, c'est l'état de l'infrastructure locale. Dans quel état que ça se trouve? Ensuite, quels sont les niveaux de service escomptés? Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous, en tant que gouvernement local, si vous n'établissez pas les niveaux de service, d'autres personnes le feront. Que l'aréna, il faut que ça soit ouvert de mars, par exemple, ou de octobre à mars, et tous les jours de semaine. Alors, si vous voyez que l'actif, c'est-à-dire l'aréna,
le plan de glace ne fonctionne pas, les lumières ne fonctionnent pas, on n'a pas les niveaux de service attendus, eh bien, vous serez obligé de reprioriser cet actif pour le maintenir, pour que ça arrive au niveau de service escompté. Ensuite, vous avez les actifs tangibles qui prendront des stratégies de 10, 30 ans, c'est-à-dire 5, 10 ou 20 ans, pour savoir comment vous allez les maintenir pendant ce temps-là. Et puis, il faut établir un plan qui va créer une attente financière et que vous aurez donc encore besoin d'une stratégie de financement, comme comment payer par les réserves de cycle de vie. Si vous achetez un actif aujourd'hui qui a une vie de durée de 20 ans et que vous pouvez donc mettre de l'argent de côté pendant 20 ans pour être capable d'acheter un nouvel actif à la fin des vingtaines d'années. Ou sinon, vous pouvez emprunter. Donc, c'est ça, il faut avoir une stratégie. Vous pouvez mettre de l'argent de côté pour faire une réhabilitation ou une chose comme ça. Mais entre-temps, pour profiter de la vie de votre actif. Et une bonne stratégie de gestion de biens aura tout cela en place et il y aura toujours un bon cadre pour vous permettre de faire face à toutes les différentes sortes de scénarios qui peuvent arriver. Ensuite, les meilleures pratiques ou pratiques exemplaires. Former une équipe interne avec une expertise en finance et en infrastructure, ça peut être des gens de l'ingénierie, les activités de loisirs, si vous savez les plans de la glace, les arénas, les experts, les consultants, etc. Établissez une petite équipe avec des experts diversifiés pour qu'ils puissent créer un plan encadré. Et la chose que je souligne toujours, c'est de simplement simplifier, c'est-à-dire les processus. Il ne faut pas vous enfarger dans les fleurs du tapis. Il faut que chaque gouvernement local établisse un processus de récapitalisation qui va garantir un investissement minimal dans les biens existants. Donc, nous, on a ça à Moncton. 75 de notre budget en capital vont payer les biens existants. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire que ça assure que 75 sont utilisés pour payer les services qui existent déjà, que les résidents ne veulent pas perdre. Et l'autre chose, c'est que ça limite les dépenses de croissance qui occasionnent de nouveaux coûts. Alors, il faut investir dans nos actifs existants. En faisant cela de manière régulière, ça vous coûte moins cher à long terme que de laisser détériorer ces actifs-là quand vous n'avez pas une stratégie en place pour payer la maintenance de ces actifs-là. Et maintenant que tout se brise en même temps, vous n'avez aucun financement pour remettre tout cela en place. Alors, il faut simplifier la procédure. La première chose, même avant d'avoir le plan d'actifs de gestion de biens, il faut simplifier le processus, mettre un cible pour investir dans les biens existants de manière au moins minimale pour avoir du succès pour vous, qui vous laisse en meilleur état lorsque vous aurez une stratégie plus élaborée en place. Alors, prochain diapo. Les autres avantages. Conformité provinciale, il faut un plan de gestion de biens dans la province pour ça. Ensuite, de savoir quelles sont les exigences de financement pour entretenir les actifs. C'est très bénéfique dans votre plan en capital de 5 ans. C'est important pour votre gouvernement local s'ils ont un plan à long terme parce que vous aurez les données qui vous permettront de montrer que non, on ne peut pas dépenser ça aujourd'hui parce que dans 5 ou 10 ou 15 ans, il faut le dépenser là. Et l'autre chose que vous allez voir, c'est que vous allez voir une amélioration dans l'état de vos actifs parce que chaque année, vous allez prendre des décisions stratégiques où investir et où dépenser de l'argent, sur quel actif, sur quel bien, et voir si un investissement fonctionne mieux que l'autre. Est-ce qu'il y a un investissement qui donne de meilleurs résultats que d'autres? Aussi,
il faut avoir une certaine transparence qui permet aux membres du conseil de prendre des bonnes décisions. Il faut ensuite être capable de communiquer cela aux citoyens pour communiquer l'importance de cette manière de gérer les actifs. On peut gagner les élections sur les nouvelles choses, mais ce qui dérange le plus les gens, c'est les échecs sur les biens existants, c'est-à-dire les routes qui sont pas bien, que l'utilisateur n'a pas d'installation de loisirs. Ils ne vont pas aimer ça. Alors, il faut avoir des plans en place pour gérer les biens existants et puis avoir l'information et la transparence qui aident aux membres du conseil pour prendre des bonnes décisions. Ça aide les administrations, les entreprises et les conseillers et tout le monde, en fait. Prochain diapo. Bon. Et on a eu une question tout à l'heure sur l'emprunt en capital. Et voilà où j'en parle. C'est un processus en 3 étapes. Première étape, c'est l'approbation de l'emprunt de capitaux. L'approbation, c'est ici que nous faisons notre budget de 5 ans et nous le soumettons comme gouvernement local à la province pour l'approbation. C'est l'étape numéro 1. 2, c'est l'approvisionnement et l'achèvement des projets. Donc, c'est ici que nous allons aller soit construire quelque chose, s'acheter quelque chose. Ça, c'est la deuxième. Et ce qui est un petit peu différent, c'est après que cette étape-là et on reçoit l'actif, c'est là que nous allons le financer. Next slide, please. Next slide. So, in terms of capital borrowing. Bon, pour l'emprunt de capitaux, encore une fois, c'est là où est-ce qu'on prépare le budget de capital de 5 ans, qui est approuvé par le Conseil à une résolution, à une rencontre ou une réunion publique régulière. On prépare un budget de 5 ans, mais l'approbation, c'est vraiment pour la prochaine année seulement. Mais c'est un bon outil à avoir parce que ça donne la certitude à la Commission des emprunts que vous êtes capable de payer les choses, que vous rencontrez les exigences des gouvernements locaux, que c'est très, très positif. Donc, vous obtenez la résolution du Conseil, vous faites la demande auprès de la CECM, vous avez un avis d'audience publique dans les journaux et ailleurs, et vous faites une analyse de demande, vous avez une audience publique, puis lors de l'audience publique, par exemple, c'est là où les résidents, les entreprises, etc., sont permis de se mettre d'accord ou non avec les budgets. Certains ne sont pas d'accord parce qu'il y a une dette qui est accrue ou sinon, il y a un item qui ne sont pas d'accord dans le budget et c'est pour ça qu'il y a une audience publique. Puis ensuite de cela, il y a l'approbation ministérielle qui est faite par la province. Ensuite, la Commission des emprunts de capitaux par les municipalités sont là pour surveiller et autoriser les emprunts capitaux à long terme des municipalités et des commissions. Et ce qu'on fait à cette étape-là, c'est de vous donner l'approbation pour aller de l'avant avec votre projet. Mais à ce moment-ci, ce n'est pas là le déboursement des fonds, c'est simplement l'autorité pour le faire. Il vous donne comme une carte de crédit pour aller de l'avant, mais vous ne pouvez pas vous en servir de cette carte de crédit tout de suite. C'est simplement, ça vous donne l'autorité. OK, donc il y a 6 hauts fonctionnaires qui sont nommés à la commission par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la loi sur les emprunts de capitaux par les municipalités. Et voilà. Prochain diapo. Donc, la demande par l'emprunteur. Il faut une résolution du conseil pour faire une demande d'emprunt. Il faut qu'on donne le montant, la raison d'être et la durée. Alors, ça soit 5 ans ou 10 ans, il y en a certains des fois à 20 ans de durée.
Et c'est là où vous allez obtenir l'autorisation d'emprunter auprès de la CECM, commission. Ensuite, à l'audience de la commission, je vous en ai déjà parlé, mais je vous dis là, c'est que c'est là où on va voir si les dépenses sont légitimes. On ne peut pas engager du personnel et les mettre en dépenses et mobilisation. Ça n'est pas correct. Ensuite, s'assurer que le montant respecte les limites prévues par la loi. Aussi, il faut respecter les politiques. Ensuite, il faut avoir les moyens financiers de faire l'emprunt parce qu'il y a une manière de passer de ça à votre prochain budget d'opération de 5 ans. Puis, à un niveau très élevé, ils veulent savoir que vous serez capable de payer pour les emprunts que vous allez faire. Donc, ensuite, il y a une visite d'audience, une audience conforme à la loi. Puis, le public peut soulever des objections. On veut toujours que le public soit capable de donner son point de vue et on devrait vraiment bien l'accueillir de la part des gouvernements locaux. Ensuite, la dernière étape, c'est l'approbation ministérielle. Eh bien, c'est approuvé, mettons, puis ensuite, vous aurez l'autorisation. Ensuite, un financement provisoire peut être obtenu pour les dépenses en capital qui seront remboursées. Toutes seront remboursées dans les 3 ans par des subventions fédérales ou provinciales. Prochaine diapo. Et maintenant, qu'est-ce qui est un peu différent au niveau de l'emprunt municipal? Par exemple, du côté privé, vous allez à la banque et ils vont peut-être vous donner l'argent même avant que vous achetiez le bien. Puis ensuite, vous l'achetez une fois qu'ils vous donnent l'argent. Mais ici, c'est différent. Vous préparez un budget de 5 ans, vous allez à la commission de l'emprunt et ça vous donne seulement l'autorité d'aller de l'avant avec le projet. Mais ensuite de cela, vous passez par votre processus d'approvisionnement. Il faut suivre les règles, respecter les règles selon la loi. Et ensuite, il y a construction ou l'achat de ce bien. C'est ça la deuxième phase. Et une fois, on a passé à la phase 1, qui est l'approbation. Ensuite, phase 2, processus d'approvisionnement, d'achat. Alors, et puis, l'achat ou la construction du bien qui est prêt à utiliser. Il n'y a pas de transfert de fonds. Vous n'avez rien reçu de la commission ou du gouvernement local. Pas rien reçu encore. Puis la troisième chose, c'est là le financement à long terme. Votre autorisation de financement à long terme. Eh bien, une fois que le projet est complété, est terminé et qu'on connaît le coût final, on peut prendre des dispositions pour le financement à long terme par les débentures. Et c'est très important de savoir que les gouvernements locaux ne peuvent emprunter les fonds à long terme qu'à partir de leurs propres fonds de réserve, du gouvernement provincial ou fédéral ou encore de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire les démentures. Donc, vous ne pouvez pas emprunter les fonds à long terme des banques, par exemple. Vous pouvez le faire pour les fonds à court terme avec certaines restrictions, mais vous ne pouvez pas le faire du tout pour les fonds à long terme. Donc, un peu plus tôt dans le processus, lorsque j'ai parlé d'avoir une bonne stratégie pour les fonds de réserve et de mettre de l'argent de côté dans les réserves. L'autre avantage des réserves, c'est que vos fonds de réserve, ça peut devenir un mécanisme de financement à court terme avant d'aller chercher de l'argent auprès de la CFMNB. Parce que, premièrement, lorsque vous avez créé des budgets, c'est seulement des projections. Puis ensuite, vous faites des résolutions au conseil et à ce moment-là, ce sont des coûts qu'on connaît. Vous aurez peut-être pu faire un budget de 60 000 pour un sac à éclaboussure dans un parc, mais vous avez budgété 60, mais c'est 50 ou 58 000 seulement. Alors, vous avez donc maintenant le bon montant à budgéter.
Alors, on fait tout le travail pour les municipalités au niveau de la province et on fait des débentures au printemps et en automne. Donc, si vous avez un achat pour l'hiver et vous ne voulez pas manquer d'argent ou vous n'avez pas les réserves pour supporter ça, vous devez faire votre débenture au printemp pour la réfection des routes ou pour les parcs ou pour les travaux en été. Vous pouvez emprunter l'argent à l'automne. Alors, c'est vraiment important. Ils sont là pour vous permettre de ne pas avoir des financements à court terme pendant trop longtemps parce que c'est cher. Certains projets des municipalités, parce que certains conseillers peuvent demander, eh bien, comment on va payer tous nos projets? Eh bien, certaines fois, les entrepreneurs vont financer les coûts un certain temps et vous payez seulement à la fin du projet. Si c'est un projet à 6 mois, vous n'avez pas à financer ça pendant 6 mois. C'est eux qui vont le faire. Ils vont charger plus cher pour ça, mais au moins c'est normal au Nouveau-Brunswick. C'est ça qui nous permet de faire des choses. Les entrepreneurs font ça, surtout pour les plus petits projets, parce qu'ils ont l'argent en place pour permettre ce financement à court terme. Et les gouvernements locaux, des fois, quand ils n'ont pas beaucoup de réserves en place, ils n'ont pas cette flexibilité-là. Donc, prochain diapo. Alors, une fois que c'est autorisé, vous remplissez le formulaire de demande de financement et le formulaire de demande de financement est signé et scellé par le greffier et transmis ensuite aux gouvernements locaux pour l'approbation. Prochain diapo. Et là, j'inclus le nom des ressources si vous voulez lire un peu plus là-dessus. Vous avez des liens pour vous faire de la lecture le soir avant de dormir. Et votre personnel va être capable de lire ça. C'est-à-dire si vous c'est très nouveau pour beaucoup de conseillers, donc ça va vous informer comme il faut. Ensuite, si vous avez des questions, il y a votre administrateur ou votre trésorier qui peut vous aider. Il y a aussi les finances communautaires qui peuvent vous aider. Et puis, n'hésitez pas à chercher des réponses auprès des gouvernements locaux et la réforme de gouvernance locale. Alors, ensuite, une fois de plus. Planifier, planifier, planifier. Ayez un plan d'immobilisation. Très important. Commencez votre processus budgétaire très tôt parce que vous n'aurez pas le temps dans 2 semaines de tout planifier. Vous pouvez planifier votre budget d'immobilisation, votre plan de gestion des actifs. Vous pouvez faire ça dans l'été. Nous, on le fait même au printemps, pour être honnête avec vous. Votre autorisation d'emprunter est valable pour 2 ans. Donc, prenez avantage, mais il faut quand même planifier pour faire sûr que vous ne perdez pas votre autorité. Ne vous engagez jamais à réaliser des projets avant d'avoir obtenu l'approbation de la Commission des emprunts de capitaux pour les municipalités, parce que vous pourrez être dans un pétrin si vous faites ça. Tenez compte des taux d'inflation et des besoins futurs pour établir vos taux d'imposition tout de suite et les frais d'utilisation. Informez-vous et soyez transparent. Le plus transparent que vous allez être, le plus facile que ça va être à faire les bonnes décisions. Prochaine diapositive. Next slide. So I'll go into the presentation recap. Alors, je vais faire la récapitulation de la présentation. Bon, un aperçu sur le rôle du conseil. C'est l'approbation du budget annuel. En fait, d'ailleurs, je sortirai les 2-3 diapos qui suivent pour vous garder à l'esprit. Alors, donc, approbation du budget, du plan quinquennal, des immobilisations, les états
financiers vérifiés, même si ça ne vous dit pas grand-chose, c'est très important parce que c'est approuvé par les parties externes, c'est vérifié par les parties externes qui peuvent trouver si jamais un problème ou si vous prenez de mauvaises décisions, les auditeurs ou vérificateurs vont vous le laisser savoir. Donc, si vous ne l'utilisez pas toutes les mois, c'est pas, peu importe, c'est très important quand même. Aussi, il faut faire l'approbation des emprunts. Vous serez responsable de faire le transfert vers les réserves et d'aider à partir des réserves. Alors, si vous n'avez pas l'autorisation d'aller dans les réserves et prendre des décisions, eh bien, il faut faire attention. Toutes les réserves sont contrôlées par le Conseil. Le Conseil est aussi responsable de l'octroi de contrats conformément aux lois et aux politiques en matière d'approvisionnement. Alors, ce n'est pas à vous de octroyer tous les contrats de votre municipalité, mais vous êtes responsable de l'octroi des contrats majeurs. Il est important de poser des questions, poser beaucoup de questions. Si vous ne savez pas la réponse à quelque chose, il ne faut pas être gêné. Il faut poser les questions auprès de l'administration, des autres membres du conseil et des autres élus de la province. Poser des questions auprès des citoyens, poser des questions à la province, partout. Poser des questions. Ensuite, on est tous redevables aux citoyens. Et on souligne ça lorsqu'on parle de plan à long terme, de budget. Tout cela, ça veut dire qu'on est redevable aux citoyens. On doit répondre à nos citoyens. C'est pourquoi on est là. C'est pourquoi on est en service public. C'est pourquoi on veut s'assurer que le tout est aussi transparent que possible et que si nous suivons et respectons ces lignes directrices, ces processus, on a de bons processus en place. Si on suit ça, ça va être mieux pour tout le monde. Prochain diapo. Et voilà, la période des questions. Merci beaucoup. Merci, Jacques, pour la belle présentation. On arrive presque à la fin, là, donc je ne vais pas pousser trop longtemps le temps précieux de nos nouveaux élus. Mais ma question pour toi, c'est au niveau du processus budgétaire, est-ce que c'est un processus qui est fait en public ou est-ce que c'est fait uniquement à l'interne et à huis clos? Donc, comment est-ce que le conseil devrait délibérer au niveau du budget? Je dirais qu'il n'y a pas nécessairement une réponse spécifique à cette question. Je dirais que ça dépend de la situation. Il y a des certaines, c'est comme nous à Moncton, une grosse ville, c'est certain qu'on ne pourrait pas délibérer tous les items du budget en public parce que ça ne finira jamais, puis on aura vraiment de la difficulté. Mais quand même, à Moncton, nous, on a certaines choses qu'on fait qui sont délibérées en public. On prépare le plan à long terme. C'est délibéré en public. Les citoyens ont la chance de donner des commentaires sur notre plan à long terme. Ensuite, au cours de l'année, on a certaines discussions en termes du conseil, des conseillers. On emmène certains items au conseil et il y a une délibération. Ensuite, quand ça arrive, nous, à Moncton, pour délibérer le budget, c'est un processus qui a lieu sur une période de 3 jours. C'est pendant le jour, il y a des délibérations, on va département par département et on explique pourquoi le budget a été créé comme cela. Et ensuite, on a des délibérations, le conseil fait des motions, il change le budget qui a été préparé par l'administration, puis ça devient un budget final. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de... Puis aussi, une autre chose, ça va être difficile pour le conseil d'être juste en termes de temps, représentation. Il y a beaucoup des membres du conseil, ils ont d'autres emplois, ils ne sont pas nécessairement des employés à temps plein. C'est difficile pour eux autres d'aller à chaque ligne du budget, puis avoir une délibération sur chaque ligne. Mais c'est quand même le conseil
qui va nous donner, comme nous, l'administration, la direction de ce qu'ils veulent dans le budget. Les priorités en créant le plan stratégique qui est délibéré par le conseil. Les commentaires qu'on reçoit de notre planification à long terme. Est-ce qu'ils sont confortables avec notre niveau de dette et des choses comme ça? Donc, c'est prendre tous ces morceaux de casse-tête-là, les mettre ensemble, puis ensuite, on crée un budget qu'on nous, on appelle un draft. Puis ça crée un petit peu une discussion. Et c'est de là qu'on va. Dans les plus petits gouvernements locaux, c'est sûr que tu as une meilleure opportunité d'avoir plus d'interactions, d'avoir des meilleures discussions, mais même dans ce niveau-là, ça va être difficile pour le conseil d'être impliqué dans tous les items. Mais une des choses que j'aimerais réconforter le conseil, c'est après que le conseil a établi la direction, les plans stratégiques et ça, créer le budget, ce n'est pas nécessairement difficile après que ces choses-là sont en place parce que, par exemple, nous à Moncton, 90% de nos dépenses sont fixes ou semi-fixes. Donc, on est vraiment juste en train de délibérer un 10% de nos budgets de fonctionnement, nos budgets de services eau et légaux. Et c'est sûr qu'on a une discussion sur notre projet, sur nos projets capitaux, nos budgets capitaux. Mais même là, parce que nous avons des plans de gestion d'actifs et ces choses-là, il y a beaucoup des choses qui ont déjà été déterminées avec la direction du conseil. Donc, oui, le conseil joue un rôle très important. Ils ont la main dans chaque décision qui est faite dans un budget, mais je ne dirais pas que le conseil même va être inclus vraiment dans les détails de créer le budget, mais c'est eux qui contrôlent le budget, c'est eux qui font toutes les décisions et tous les plans stratégiques, la direction donnée à l'administration, c'est ça qui crée le budget. Ce n'est pas l'administration qui décide, alors moi je veux ceci ou moi je veux ça. C'est vraiment, on prend toutes les composantes qui sont établies par le conseil pour créer notre budget. À la fin, on est vraiment juste en train de discuter à 5 ou à 10% et c'est là que les délibérations ont eu lieu. Merci, Jacques. Je pense que ton intervention couvre bien le processus budgétaire là, dans un nutshell. Donc, il est 8h28. Donc, merci d'avoir partagé ta présentation et ton expertise avec les participants. Thank you so much to our participants. We hope you found this session helpful. As a reminder, merci à nos participants. J'espère que vous avez trouvé ça utile et on va se rencontrer la prochaine fois, mercredi le 8 février. On va parler une présentation sur le leadership dans un ère de changement. Toutes les présentations commencent à 6h30 par Zoom. Assurez-vous de vous enregistrer avant pour avoir le lien Zoom. On apprécie que vous venez en si grand nombre. Nous espérons que vous participerez en grand nombre aux prochaines sessions. Bonne soirée. Thank you for joining us this evening. We look forward to your participation in the next session. Et on a hâte de vous voir la prochaine fois. Merci et bonne soirée.